nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. The source of all our mistakes is fear. Out of fear, great nations have been acting like cornered beasts, thinking only of survival. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Pour les Américains, les attentats du 11 septembre sont une tragédie. Mais pour George W. Bush et Dick Cheney, c'est également l'occasion de mettre en place un plan échafaudé avec leurs alliés néoconservateurs depuis des décennies. Le récent rapport du projet pour le nouveau siècle américain, intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique », affirme que le processus de transformation prendra du temps, à moins d'une catastrophe qui serve de catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. Al-Qaïda vient de leur offrir ce nouveau Pearl Harbor. Dans les minutes qui suivent l'attentat, l'équipe de Bush passe à l'action. Bush se trouve en Floride, tout comme le vice-président Dick Cheney et son conseiller juridique David Addington. Ils prennent tous deux la tête des opérations. Ils affirment que le président, en tant que chef des armées, a le droit d'agir en dehors de tout cadre législatif. Le 12 septembre, Bush est de retour à Washington. Al-Qaïda, le mouvement fondé par Osama Ben Laden, n'est qu'un début. Bush, qui voit déjà plus loin, ordonne à Richard Clark, le chef de la lutte antiterrorisme, essayez de savoir si Saddam est lié de près ou de loin à ces attentats. It was Iraq, Saddam, find out, get back to me. And the reaction you got that day from the defense secretary, Donald Rumsfeld, from his assistant, Paul Wolfowitz. Well, Donald Rumsfeld said, when we talked about bombing the Al-Qaeda infrastructure in Afghanistan, he said there were no good targets in Afghanistan. Let's bomb Iraq. And we said, but Iraq had nothing to do with this. And that didn't seem to make much difference. Le 11 septembre, Donald Rumsfeld a déjà demandé des plans d'attaque de l'Irak. Il faut tout exploser dans les moindres recoins, que cela ait quelque chose à voir avec les attentats ou non. Quelques jours après, Bush annonce au Congrès que les États-Unis vont s'engager dans une guerre planétaire. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime. Aux États-Unis, 1200 hommes sont arrêtés et placés en détention. 8000 autres sont recherchés pour être interrogés, musulmans pour la plupart. Bush soumet un document de 362 pages, le USA Patriot Act, au vote du Congrès. Les sénateurs n'ont pas le temps de le lire, ni même d'en débattre. Seul Russ Feingold, sénateur du Wisconsin, vote contre, expliquant que Preserving our freedom is one of the main reasons that we are now engaged in this new war on terrorism. We will lose that war without firing a shot if we sacrifice the liberties of the American people. Plus que toute autre administration auparavant, la Maison-Blanche de Bush opère derrière le voile du secret. Et en 2002, elle donne à la NSA, l'Agence nationale de la sécurité, l'autorisation de procéder à des écoutes sans aucun mandat et de surveiller tous les emails de tous les citoyens américains. Eyes and ears in every room. Cette disposition est en violation avec toutes les procédures juridiques imposées par la législation adoptée en 1978, suite aux nombreux abus des services secrets. Le gouvernement étourdit les Américains à force d'alertes permanentes et d'un système de niveau d'alerte repéré par 5 couleurs. Système parfois manipulé pour des raisons politiques par Rumsfeld et le procureur général John Ashcroft. En 2005, Tom Ridge, déçu, démoralisé et surtout sous la pression, décide de démissionner. Les cibles potentielles des terroristes passent de 160 sites en 2003 à plus de 300 000 4 ans plus tard. Étrangement, l'Indiana tient la première place, avec 8600 cibles potentielles en 2006. La base de données nationale comprend des jardins zoologiques, des magasins de donuts, des marchands de pop-corn et de glace, et le Mule Day Parade qui se tient à Columbia dans le Tennessee. L'époque est aux décisions surréalistes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait prévenu « La guerre coûte de l'argent », ce qui signifie plus d'impôts, plus d'emprunts et encore plus d'impôts. Cela signifie qu'il faut faire une croix sur tout ce qui n'est pas essentiel.
Au lieu de cela, Bush diminue les impôts des riches et déclare ceci aux Américains. Fly and enjoy America's great destination spots. Take your families and enjoy life. Paradoxalement, c'est le plus grand défenseur de la guerre froide, Zbigniew Brzezinski, qui critique Bush en 2007. 5 années de lavage de cerveau à l'échelle nationale. Quand donc le président américain sera-t-il prêt à dire stop à cette hystérie, à cette paranoïa? Même face à des menaces terroristes qui sont bel et bien réelles, il est possible de se comporter de manière rationnelle. Nous devons rester fidèles à nos traditions. Le terrorisme, insiste-t-il, est une tactique et non une idéologie. Et déclarer la guerre à une tactique est parfaitement absurde. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Mais c'est au-delà des frontières des États-Unis que la croisade de Bush fera le plus de dégâts. Moins d'un mois après les attentats terroristes, les États-Unis envahissent l'Afghanistan pour écraser les mêmes fanatiques islamistes qu'ils avaient formés et approvisionnés en armes pour vaincre les Soviétiques 20 ans auparavant. Les opposants à la guerre souligneront plus tard que sur les 19 hommes qui ont détourné les avions le 11 septembre, aucun n'était afghan et 15 étaient saoudiens. Et que grâce aux erreurs des Américains, Oussama Ben Laden et d'autres leaders d'Al-Qaïda ont pu gagner le Pakistan au début du mois de décembre. La CIA arrête des milliers de suspects en Afghanistan et ailleurs. Les États-Unis ont toujours eu l'impression que le fait de traiter humainement les prisonniers de guerre était le signe d'une supériorité morale. Mais l'administration Bush considère les détenus comme des combattants ennemis illégaux. Elle supprime les auditions habituellement de mise et refuse d'appliquer les règles de protection des détenus de la Convention de Genève de 1949. Lorsque les gouvernements étrangers critiquent sa décision, Bush recule au sujet des suspects talibans, mais refuse de changer sa politique vis-à-vis d'Al-Qaïda. Il déclare « Je me fiche de ce que dit le droit international, on va se faire ces terroristes !» Les États-Unis envoient un nombre inconnu de détenus dans des sites secrets aux 4 coins du monde, en Thaïlande, en Pologne, en Roumanie ou au Maroc, où torture et autres techniques d'interrogatoire brutales sont de mise. Des centaines d'autres suspects sont emprisonnés à la base navale américaine de Guantanamo. En mai 2003, la prison compte 680 détenus âgés de 13 à 98 ans. 5% d'entre eux ont été capturés par les troupes américaines. Plus de 80% d'entre eux ont été livrés en échange d'une récompense, soit par les milices de seigneurs de guerre afghans, soit par des chasseurs de primes afghans et pakistanais. Les archives gouvernementales montrent que seuls 8% des détenus étaient des combattants d'Al-Qaïda. 600 ont été relâchés, 6 ont été reconnus coupables, et d'après le gouvernement, 9 sont morts, suicidés pour la plupart. En 2012, 166 hommes originaires de plus de 20 pays se trouvent encore à Guantanamo. L'administration Bush incite la CIA à employer une dizaine de techniques d'interrogatoire améliorées, résultat de décennies de recherche sur la torture. En février 2004, le major général Antonio Daguba déclare avoir découvert au sein de la prison d'Abu Ghraib, en Irak, de nombreux exemples. Des abus criminels sadiques, flagrants et purement gratuits. Il n'y a désormais plus aucun doute sur le fait que le gouvernement actuel est coupable de crimes de guerre. Arthur Schlesinger, un ancien assistant de Kennedy, déclare: Cette politique de torture est, dans l'histoire de l'Amérique, l'entorse la plus spectaculaire et la plus grave au respect des droits. Jamais la réputation des États-Unis n'a été autant ternie que par la politique de Bush. La situation en Afghanistan empire au cours des 7 années suivantes. Et la présence de l'armée américaine passe de 2500 à 30 000 soldats. L'Afghanistan n'est qu'une simple distraction pour Bush. En réalité, son objectif est de renverser le vieil adversaire de son père, Saddam Hussein. Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Tout comme Bill Casey dans les années 80 et Lyndon Johnson au Vietnam, Bush joue de la désinformation.
There's no question that the leader of Iraq is an evil man. After all, he gassed his own people. We know he's been developing weapons of mass destruction. Les inspecteurs des Nations Unies fouillent partout. Ils visitent les sites identifiés par la CIA, mais ne trouvent rien. Et pourtant, Bush continue d'affirmer que Saddam cache des armes de destruction massive. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. À cette époque, Bush déclare à Bob Woodward, du Washington Post. Je n'ai pas besoin de justifier ce que je dis. Je pense ne devoir d'explication à personne. C'est une ère nouvelle. Les mots prennent une nouvelle signification. Et le concept de double pensée créé par George Orwell devient réalité. D'abord, ils volent les mots, puis ils volent leur sens. De nouvelles expressions fleurissent, telles que axe du mal, guerre contre la terreur, changement de régime, simulation de noyade, guerre préventive. Les civils tués ne sont désormais plus que des dommages collatéraux. Les enlèvements opérés par la CIA sont des protocoles de détention exceptionnels. Et le concept le plus patriotique, Homeland, la patrie, devient une nouvelle agence fédérale monstrueuse, Homeland Security, aussi dédaléenne que le Pentagone. Au XVIIIe siècle, Voltaire observait « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. » La plongée dans l'irréel est vertigineuse. La chute du Faucon Noir, un film populaire nominé aux Oscars, qui sort fin 2001, glorifie la technologie et l'héroïsme américain en Somalie dans les années 1990. Grâce à la technologie, les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes. Et à la télévision, les spectateurs consomment des programmes de télé-réalité de plus en plus étranges et élaborés. Les médias américains font l'apologie de la guerre. MSNBC, chaîne qui appartient à General Electric, annule l'émission populaire de Phil Donahue, 3 semaines avant l'invasion. Les porte-paroles du groupe de télévision craignent que l'émission accueille les idées des pacifistes libéraux au moment même où nos concurrents font assaut de patriotisme. Et que d'assaut de patriotisme, en effet. CNN, Fox News et NBC font défiler plus de 75 généraux et officiels à retraite. Quasiment tous travaillent directement pour des entreprises sous contrat avec l'armée. Ils régurgitent sagement le discours du Pentagone et décrivent l'Irak comme une menace imminente. Les plus grands journaux et magazines, dont le New York Times, martèlent le même message. Un proche de Bush se répand dans les médias pour dire que le journaliste Ron Suskind incarne une pensée ancrée dans la réalité, mais que le monde ne fonctionne plus comme ça. À présent, nous sommes un empire, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Lorsque la France, l'Allemagne et la Russie, ainsi que la majorité des pays du Conseil de sécurité refusent de soutenir la position des États-Unis, Bush est furieux et Rumsfeld ironise. You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. À la cafétéria du Congrès, les French fries sont rebaptisés frites de la liberté. Tout comme la choucroute allemande était devenue le chou de la liberté durant la Première Guerre mondiale. Bush expose sa nouvelle stratégie lors d'un discours aux élèves officiers de West Point en juin 2002. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and confront the worst threats before they emerge. Le message est on ne peut plus clair. Les États-Unis agiront de façon unilatérale et préventive, à l'encontre de tout gouvernement qui menacerait la sécurité américaine. Dick Cheney déclare: S'il y a une chance sur 100 que les scientifiques pakistanais aident Al-Qaïda à construire ou développer une arme nucléaire, nous devons agir comme si le risque était certain. In the world we have entered, the only path to safety is the path of action, and this nation will act. 60 pays se retrouvent sur la liste des cibles potentielles. Bush parle de croisade morale et affirme que les États-Unis doivent défendre la liberté et la justice, car ces valeurs sont bonnes pour les peuples du monde entier. Moral truth is the same in every culture, in every time, and in every place. Cette déclaration audacieuse réaffirme l'exception américaine. Bruce Bartlett, qui a travaillé pour le gouvernement Reagan,
puis pour le premier gouvernement Bush, explique. C'est la raison pour laquelle George W. Bush est si perspicace par rapport à Al-Qaïda et aux ennemis fondamentalistes. Il les comprend parce qu'il est comme eux. Il croit sincèrement que Dieu lui a confié une mission. La foi, c'est réussir à croire des choses dont il n'existe aucune preuve empirique. I have a sense of calm, knowing that the Bible's admonition, "Thy will be done," is life's guide. Début octobre 2002, le Congrès autorise Bush à entrer en guerre contre l'Irak de sa propre autorité, dès qu'il le jugera nécessaire et par tous les moyens qu'il estimera appropriés, y compris en utilisant des armes nucléaires. La résolution du Congrès établit un lien direct entre l'Irak et Al-Qaïda. Les sénateurs John Kerry et Hillary Clinton adoptent cette résolution, ce qui leur coûtera très cher lors de la campagne présidentielle. Mais tout le monde ne se laisse pas berner. Escalating this war and expanding this war does nothing in terms of our national security. It puts us more at risk. Iraq was not a haven for terrorists as it is now. Again, Iraq, Saddam Hussein, and Al-Qaeda, there was no connection, and we have to dispel that notion so the American people know the truth. Partout dans le monde, les manifestants envahissent les rues. 3 millions à Rome, 1 million à Londres, des centaines de milliers à New York. Le magazine Time mène une enquête auprès de plusieurs centaines de milliers d'Européens. 84% d'entre eux considèrent les États-Unis comme la plus grande menace à la paix. 8% pensent que c'est l'Irak. Bush envoie le secrétaire d'État Colin Powell, le membre le plus respecté de son administration, devant les Nations Unies, pour qu'il plaide en faveur de la guerre. Il dit à Powell: Peut-être qu'ils vous croiront, vous. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Powell parle pendant 75 minutes, et il se fait le chantre de la désinformation. Powell reconnaîtra plus tard que ce discours est la honte de sa carrière. Malgré tout, si ces paroles n'ont aucun effet à l'étranger, elles obtiennent l'impact souhaité sur l'opinion publique américaine. Le nombre de citoyens qui soutiennent la guerre passe de 50% à 63%. Le Washington Post déclare que les preuves de l'existence d'armes de destruction massive sont irréfutables. Les États-Unis, toujours sans résolution du Conseil de sécurité, avancent inexorablement vers la guerre. En réalité, la vérité est encore plus terrible. L'Irak n'est qu'une mise en bouche. Après la destruction de l'Irak, les néoconservateurs ont déjà prévu d'autres cibles. Les dirigeants du Pentagone ont imaginé une campagne de 5 ans à l'encontre de 7 pays. D'abord l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et la cible la plus importante, l'Iran. Cette campagne doit transformer le monde et le façonner selon la vision des néoconservateurs. Partout, on parle d'empire. Le New York Times Magazine titre en une « L'empire américain, il faut vous y habituer ». Bush a toujours été audacieux. Et il n'a jamais eu peur de sortir du cadre de la loi. Mais il veut aller plus loin que son père et ignorer les lois des autres pays. Cette guerre qui dure 8 ans vire à la débâcle, comme l'avaient prédit les opposants à la guerre. La société irakienne est dévastée. Tout comme le Vietnam, ce conflit déchire et polarise l'Amérique. D'autant plus que les dépenses et le nombre des victimes augmentent des deux côtés. Malgré tout, Bush remporte l'élection présidentielle de 2004 en faisant appel à la ferveur patriotique des citoyens. En 2008, il quitte la présidence avec la cote de popularité la plus basse depuis Harry Truman. Son bilan est catastrophique. Les deux guerres, mais aussi les opérations de secours fédéral suite à l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans qui ont été gérées de façon désastreuse. Et il a surtout, aux yeux des Américains, très mal géré l'économie du pays, qui s'effondre en 2008. Assurant ainsi la victoire des démocrates aux élections présidentielles. Son successeur, Barack Hussein Obama, est le fils d'un Kenyan et d'une Américaine blanche du Kansas. Élevé en Indonésie et à Hawaï, il devient à 47 ans président des États-Unis, portant les espoirs de plusieurs générations d'Américains. Ses paroles et son attitude sont celles de l'autre face de l'Amérique, la face constitutionnelle, humaniste, en faveur de la mondialisation et de l'environnement. De plus, Obama s'est clairement exprimé contre la guerre en Irak. Financé par une multitude de petits contributeurs sur Internet, lors des primaires, il bat la candidate appuyée et financée par le Parti démocrate Hillary Clinton. Pendant la course à la présidence,
Son adversaire est un ancien militaire conservateur, John McCain. Obama a le vent en poupe. Jamais depuis le début des années 30 avec Roosevelt, la colère contre Wall Street et contre les guerres inutiles n'avait été aussi forte. Mais Obama surprend le pays en trahissant une promesse faite auparavant et devient le premier candidat dans une élection nationale à rejeter le financement public au profit de financements privés, sans limite. John McCain, qui a choisi les financements publics, est largement distancé. Durant cette période, Obama se tourne discrètement vers les riches bailleurs de fonds de Wall Street. JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, ainsi que General Electric et d'autres entreprises militaires, des géants de l'informatique, et aussi l'industrie pharmaceutique qui soutenait pourtant depuis des années les républicains. Obama reçoit de ses donateurs 3 fois plus d'argent que McCain. Rares sont les partisans d'Obama qui critiquent cette stratégie à l'époque. Sa victoire aux élections présidentielles est saluée partout dans le monde. Une nouvelle Amérique est née. Les conservateurs décrivent Obama comme un socialiste, une accusation hautement grotesque. En réalité, le plus grand gagnant de cette élection est Wall Street. Aux affaires économiques, Obama réunit la même équipe qui, sous Clinton, avait largement contribué à déréguler l'économie. Le New York Times les surnomme la constellation des Rubinites, les acolytes de Robert Rubin, le plus puissant secrétaire du Trésor depuis des décennies. Après avoir détruit le système économique mondial, en jouant les apprentis sorciers dans le domaine du financement avec endettement et de la spéculation, plusieurs grandes banques, compagnies d'assurance et organismes de prêts immobiliers menacent le monde. Comme le montre le célèbre slogan « Too big to fail », ils s'estiment trop importants pour disparaître et s'empressent d'accepter un sauvetage financier de 700 milliards de dollars aux conditions avantageuses. De plus, la Réserve fédérale réduit le taux d'intérêt pour les banques à 0%. À l'époque, quiconque ose remettre en question le bien fondé de ce sauvetage économique est considéré comme un mauvais patriote. Mais certains se demandent si on ne devrait pas laisser disparaître certaines de ces sociétés financières. Ces géants aux pieds d'argile ne devraient-ils pas être confrontés à la véritable valeur sur le marché de leurs actifs toxiques? L'opinion publique veut se venger. You sit there back of your big cigars and think of deliberately killing an idea that's made millions of people a little bit happier. An idea that's brought thousands of them here from all over the country, by bus and by freight and jalopies and on foot, so they could pass on to each other their own simple little experiences. Why, look, I'm just a mug and I know it, but I'm beginning to understand a lot of things. Why, your type's as old as history. If you can't lay your dirty fingers on a decent idea and twist it and squeeze it and stuff it into your own pocket, you slap it down. Like dogs, if you can't eat something, you bury it. Paul Volcker, ancien directeur de la Réserve fédérale, presse Obama d'agir. C'est aujourd'hui, tant que c'est possible et qu'ils sont vulnérables, que vous devez planter un pieu dans le cœur de tous ces types de Wall Street qui, depuis des années, ne sont rien d'autre que des marchands de dettes. Mais rien ne se passe. Le sauvetage financier est approuvé par le Congrès, en proie à la panique. Les médias applaudissent. Le département du Trésor n'exige même pas des banques qu'elles mettent cet argent à disposition pour de nouveaux prêts aux entreprises ou aux particuliers, ou qu'elles diminuent les avantages financiers de leurs cadres. Il n'exige pas non plus que les actionnaires ou les porteurs d'obligations prennent une part des pertes. Et ce sont les contribuables américains seuls qui financent ce sauvetage. À terme, les plus grands perdants sont les employés, les retraités, les personnes âgées qui ont épargné, les propriétaires, les petits entrepreneurs, les étudiants avec un prêt, et surtout les Afro-Américains qui perdent leur emploi avec la hausse du chômage. Nombreux sont ceux qui renoncent au célèbre rêve américain. Faire partie de la classe moyenne devient une utopie. Le mythe de l'ascension sociale est brisé. Les banquiers prétendent contenir leurs appétits voraces avec des restrictions volontaires, mais perçoivent des indemnités records les 2 années suivantes. Alors qu'au Royaume-Uni et au Canada, les PDG gagnent 20 fois plus qu'un employé moyen, et au Japon 11 fois plus. Aux États-Unis, les PDG gagnent 343 fois plus qu'un employé moyen. Le nombre de milliardaires passe de 13 en 1985 à 450 en 2008. Alors que le salaire minimum stagne à 5 $ de l'heure entre 1997 et 2007, le taux de pauvreté est au plus haut depuis les années 60.
Le patrimoine de la famille américaine moyenne chute de presque 40%, de 126 000 $ en 2007 à 77 000 en 2010. En 2011, les 1% les plus riches possèdent plus que les 90% les plus pauvres. La colère monte et engendre le mouvement de contestation Occupons Wall Street, un phénomène d'une ampleur inédite depuis les années 30. Le mouvement de droite Tea Party exprime son mécontentement autrement, grâce à des groupes de pression tels que Americans for Prosperity, principalement financés par les frères Koch, des milliardaires conservateurs. L'opinion publique américaine ne sait que penser, ni à qui reprocher la rigueur économique permanente. Les républicains remportent ainsi une victoire écrasante aux élections de mi-mandat en 2010. La cohabitation est chaotique et Washington entre dans une période de grande confusion. Obama, qui avait conquis la présidence dans l'euphorie générale, essaye à présent d'éviter toute erreur fatale, mais ne parvient plus à insuffler l'espoir ou le changement. Durant la campagne de 2008, le professeur de droit constitutionnel avait promis que la transparence et le respect des lois seraient les emblèmes de cette présidence. Pourtant, une fois élu, Obama refuse de renoncer au pouvoir que s'était octroyé l'administration Bush. La population accepte sans grande protestation d'être virtuellement déshabillée pour prendre l'avion, d'être mise sur écoute en permanence et de financer elle-même des programmes de sécurité à grande échelle. Obama juge qu'il n'est pas opportun politiquement de diminuer l'état d'alerte du pays, alors qu'une seule attaque terroriste pourrait relancer l'hystérie dans les médias et conforter les républicains. Le moindre faux pas lui coûterait sa réélection. Ever in the middle of all this coming at you think maybe one term is enough? The one thing I'm clear about is that I'd rather be a really good one-term president than a mediocre two-term president. Pourtant, au lieu de se battre pour la transparence, Obama devient le défenseur de la sécurité intérieure. Comme Bush, il invoque régulièrement les privilèges du secret d'État dès qu'un procès aborde les sujets de la torture, des protocoles de détention exceptionnels ou des mises sur écoute illégales de la NSA. Il refuse l'habeas corpus aux combattants ennemis, maintient les commissions militaires et autorise au Yémen l'exécution sans procès d'un citoyen américain accusé d'être lié à Al-Qaïda. Obama surprend les défenseurs des libertés civiles. Les enquêtes de l'ère Bush redoublent d'intensité. Les journalistes et les personnes qui critiquent le gouvernement sont poursuivis en justice en vertu de l'Espionnage Act de 1917. En 92 ans, seules 3 affaires relevant de cette loi sont arrivées devant un tribunal. Obama initie 6 affaires très discutables. Les prévenus, quant à eux, estiment avoir dénoncé des actions illégales autorisées par le gouvernement. Le procès le plus marquant est celui de Bradley Manning, un analyste militaire en poste en Irak qui a diffusé plus de 260 000 câbles diplomatiques et rapports de guerre classés secrets, ainsi que des vidéos, via Wikileaks, une association à but non lucratif qui lance des alertes. Ces révélations sur les crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan par les États-Unis font partie des éléments déclencheurs des soulèvements du printemps arabe en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Libye et au royaume du Bahreïn. Autant de régimes dictatoriaux soutenus par les États-Unis. L'administration Obama lutte avec acharnement contre Wikileaks et menace de poursuivre son créateur. Ces actions sont un message pour tous ceux qui oseraient critiquer le gouvernement. La leçon à en tirer, si vous commettez des crimes de guerre comme l'ont fait Bush et Cheney, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous dénoncez ces crimes, alors là, vous mettrez votre carrière en péril et risquerez de lourdes amendes. Ou comme Manning, vous pourrirez en prison. L'un des principaux défenseurs de cette nouvelle politique, Jack Goldsmith, ancien dirigeant de l'équipe de conseil juridique de Bush, rassure dans un article Dick Cheney et d'autres néoconservateurs inquiets, affirmant qu'Obama est comme Nixon qui va en Chine. Les changements qu'il a mis en place vont renforcer l'essentiel de la politique de Bush. C'est un nouveau monde de ténèbres. En 2010, le Washington Post parle d'une géographie alternative des États-Unis. Une Amérique classée top secret et ignorée du grand public. Près d'1,5 million de personnes détiennent une autorisation des services de sécurité. Il existe plus de 3000 agences de sécurité publiques ou privées. Des milliards d'emails et d'échanges sont interceptés et stockés jour après jour par l'Agence de sécurité nationale, la NSA. Le journaliste politique
et avocat en droit constitutionnel, Glenn Greenwald, décrit très bien ce changement radical de notre monde. La garantie essentielle de la justice occidentale depuis la Grande Charte a été inscrite par les États-Unis dans le 5e amendement de leur Constitution. Nul ne pourra être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière. Il aurait pu ajouter le 4e amendement de la Constitution. Le droit des citoyens d'être garantis contre les perquisitions et saisies non motivées. Sans procédure légale régulière et sans droit à la vie privée. Chacun de nous vit à la merci de l'État qui nous surveille. Tout cela au nom de la lutte contre une menace terroriste largement exagérée. La politique étrangère d'Obama semble plus raisonnable que celle de Bush. En effet, elle s'écarte de la stratégie unilatérale et préventive qui a tant choqué l'opinion mondiale. Mais son objectif, qui est d'assurer la domination des États-Unis, n'est pas très éloigné. Et les moyens utilisés sont en réalité tristement similaires. En 2011, l'ancien directeur de la NSA et de la CIA sous Bush, le général Michael Hayden, se console de la continuité qui existe entre ces deux présidents si différents. Les Américains ont défini une position médiane vis-à-vis de ce qu'ils acceptent de leur gouvernement, une sorte de consensus pragmatique. Son expérience en politique étrangère étant réduite, Obama s'entoure de conseillers féroces. Parmi eux, un ancien de l'administration Bush, le secrétaire à la Défense Robert Gates, un jusqu'au-boutiste qui, dans les années 80, a œuvré à la CIA sous la direction de Bill Casey. Hillary Clinton, secrétaire d'État, est tout aussi belliciste. Dans un de ses premiers discours, elle présente une version de l'histoire de l'Amérique empreinte de triomphalisme et d'amnésie historique. So let me say it clearly. The United States can, must, and will lead in this new century. The Third World War that so many feared never came. And many millions of people were lifted out of poverty and exercised their human rights for the first time. Those were the benefits of a global architecture forged over many years by American leaders from both political parties. C'est impossible. Mais il faudrait pouvoir demander aux millions de personnes tuées durant les décennies d'ingérence américaine à l'étranger ce qu'elles en pensent. Les habitants d'Hiroshima et Nagasaki, ceux des Philippines, d'Amérique centrale, de Grèce, d'Iran, du Brésil, de Cuba, du Congo, d'Indonésie, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, du Chili, du Timor oriental, d'Irak et d'Afghanistan, entre autres. Obama, pour qui l'Afghanistan est une guerre nécessaire, prolonge l'action de Bush. Fin 2009, sous la pression, il accepte d'envoyer davantage de soldats. Un conseiller lui explique « Je ne vois pas comment vous pourriez vous opposer à votre commandement militaire. C'est une menace. Le haut commandement pourrait démissionner en signe de protestation. » Le directeur de la CIA, Leon Panetta, affirme qu'aucun président démocrate ne peut aller à l'encontre des conseils de l'armée, surtout s'il a demandé leur avis aux militaires. Il faut faire ce qu'il demande. Il lui recommande d'accéder aux requêtes des chefs d'état-major. Obama n'a pas le cran de John Kennedy, qui avait su leur résister. En décembre, il annonce l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires, ce qui fait un total de 100 000 militaires américains en Afghanistan. C'est le nombre de soldats déployés par les soviétiques lors de leur invasion ratée de l'Afghanistan. Quand Obama annonce l'envoi de nouvelles troupes à West Point, il rappelle aux élèves officiers que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan car le pays était un refuge d'Al-Qaïda. Mais il oublie de préciser que les attentats du 11 septembre ont été préparés non pas en Afghanistan, mais en Allemagne et en Espagne, et dans des écoles d'aviation aux États-Unis. Et que moins d'un tiers des 300 membres clés d'Al-Qaïda sont encore en Afghanistan. La plupart se trouvant désormais au Pakistan, un pays allié des États-Unis. Le fait qu'un président en train de mener 2 guerres puisse recevoir le prix Nobel de la paix le même mois semble déjà surréaliste. Mais lorsqu'Obama défend les actions préventives unilatérales des États-Unis, il retire toute valeur au prix Nobel, comme Kissinger 36 ans avant lui. I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different from those whom we fight. Obama craint de s'enliser en Afghanistan, comme Johnson au Vietnam. Ce dont ont besoin les Afghans miséreux, pour la plupart illettrés, c'est d'une aide économique et d'une réforme de l'éducation et de la société. Les
Les États-Unis dépensent 110 milliards de dollars en programme militaire en 2011, mais seulement 2 milliards pour le développement durable. Cet argent américain omniprésent, comme au Vietnam, engendre une corruption aux proportions gigantesques. Entre l'OTAN et ses alliés afghans, la méfiance ne tarde pas à s'installer. Hamid Karzai, le président soutenu par les États-Unis, annonce qu'il se rangera du côté du Pakistan si ce dernier entre en guerre contre les États-Unis. En 2012, la police et les militaires afghans tuent régulièrement des soldats américains. Dans le même temps, les forces américaines épuisées et démoralisées quittent l'Irak en décembre 2011. Près de 4500 soldats américains sont morts et plus de 32 000 ont été blessés, la plupart très gravement. Le nombre de morts irakiens est estimé entre 150 000 et 1 million. 2 millions d'Irakiens fuient leur pays. La situation est plus qu'ironique. En renversant le sunnite Saddam Hussein, les États-Unis ont transformé l'Irak, à présent dominé par les chiites, en un allié de l'Iran, le grand vainqueur de cette guerre. L'administration Bush estimait que la guerre en Irak coûterait entre 50 et 60 milliards de dollars. Rumsfeld avait déclaré que l'estimation de 100 milliards de dollars était une idiotie. En 2008, lorsque Bush quitte la présidence, les États-Unis avaient déjà dépensé environ 700 milliards pour cette guerre, sans compter les futurs frais engendrés par les vétérans. Les économistes prévoient à long terme un coût total de 3 000 milliards de dollars. Obama accueille le retour des troupes à Fort Bragg, en Caroline du Nord, et fait en sorte que la guerre s'achève avec autant de mauvaise foi qu'elle a débuté. But we're leaving behind a sovereign, stable and self-reliant Iraq. Unlike the old empires, we don't make these sacrifices for territory or for resources. We do it because it's right. Never forget that you are part of an unbroken line of heroes spanning 2 centuries. To your grandparents and parents who faced down fascism and communism and delivered justice to those who attacked us on 9/11. Obama appuie encore une fois le mensonge de Bush, évoquant à nouveau le lien entre le 11 septembre et l'Irak. Ces mots sont à peine sortis de sa bouche que l'Irak subit une nouvelle série d'attentats suicides. Aujourd'hui encore, le pays se trouve au bord de la guerre civile. Les maires des villes américaines font partie des plus féroces détracteurs de ces 2 guerres. Ils se réunissent en juin 2011, à Baltimore, et demandent que 126 milliards de dollars soient affectés à la reconstruction des villes du pays et non à la conduite de la guerre. Le maire de Los Angeles s'insurge. Construire des ponts à Bagdad et à Kandahar, au lieu de Baltimore et Kansas City, est une véritable aberration. Pour les Américains, devenus insensibles à ces guerres, une lueur d'espoir apparaît en mai 2011. Oussama Ben Laden, qui vivait sereinement caché à côté de la principale académie militaire du Pakistan, est tué lors d'un raid audacieux mené de nuit par un commando de l'armée américaine. Après ce raid, l'euphorie règne aux États-Unis et le pays célèbre le talent et l'audace du commando qui a exécuté Ben Laden et qui a jeté son cadavre à la mer. L'image d'Obama change. Au contraire de Bush, il est reconnu comme un président de guerre efficace, capable de traquer l'ennemi en utilisant tous les moyens à sa disposition. En réalité, Obama est un loup déguisé en agneau. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Un film, acclamé par la critique, affirme même que c'est grâce à l'usage de la torture que Ben Laden a été retrouvé. En réalité, après presque 10 années d'enquête, c'est grâce au travail ordinaire de la police et des services secrets qu'il a été localisé. Forgotten country. Geronimo was KIA. Malgré tout, la propension de l'Amérique à être fière d'elle-même est tenace. Personne n'évoque même le fait qu'il aurait été possible de capturer Ben Laden pour le juger et l'emprisonner aux États-Unis. C'est cette méthode qui avait permis de révéler les accusés nazis sous leur vrai jour, au procès de Nuremberg. Mais les Américains ne veulent surtout pas d'un procès. S'ils acceptent la torture, ils peuvent bien accepter la justice sans procès. Mais qui est donc le véritable vainqueur? Des milliards de dollars ont été dépensés pour ces 2 guerres. Des centaines de milliers de gens sont morts à travers le monde. L'Amérique est entrée dans une guerre sans fin contre le terrorisme.
Les citoyens ont renoncé à leur liberté civile et ont perdu la confiance qu'ils avaient en leur président. Et le système financier américain s'est effondré. Un observateur impartial dirait qu'au final, les États-Unis ont remporté au mieux une victoire à la Pyrrhus. Au vu des pertes, la victoire est dérisoire. Ben Laden est mort, emportant dans sa tombe son rêve pervers de nouveau califat. Mais il a accompli bien plus qu'il ne pouvait rêver. Il a poussé le plus grand et le plus puissant empire de l'histoire à révéler son côté sombre. Et comme le magicien d'Oz, ce côté est loin d'être admirable. Who are you? Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz. Aux yeux de ses fidèles, le martyr de Ben Laden lui a assuré une place dans les livres d'histoire. Celle de l'homme qui a affaibli et a peut-être même contribué à détruire l'ancien ordre mondial. Comme Hannibal ou Attila et l'Empire romain, Robespierre et l'ancien ordre français, Lénine et la Russie des tsars, ou même Hitler et l'Empire britannique. Ben Laden n'est plus, mais quel chemin pour les États-Unis à présent? Toujours tourmenté par ses démons, le pays concentre son attention sur la Chine, vue comme la nouvelle menace. Pourtant, il persiste à traiter la Russie comme un éternel danger, tout en considérant l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela comme des menaces locales. Obama cherche comment mener les guerres de façon plus efficace et moins coûteuse. En 2012, il annonce une réduction de 14% du budget de l'infanterie, qui sera compensée par un investissement plus important dans l'aéronautique et le cyberespace. Utilisé pour la première fois pour surveiller le Vietnam, le drone, désormais équipé de missiles, devient le visage moderne de la guerre et l'arme préférée d'Obama. Il se met même à sélectionner personnellement les cibles à éliminer. Avant le 11 septembre, les États-Unis s'étaient opposés aux exécutions ciblées extrajudiciaires menées par d'autres nations et avaient condamné Israël qui ciblait des Palestiniens. Mais en 2012, l'armée de l'air américaine et la CIA déploient une armada de 7000 drones, principalement en Afghanistan, en Irak et au Pakistan. Obama avait étendu leur utilisation au Yémen en 2009, où se trouvaient alors moins de 300 militants. 3 ans après, ils étaient plus de 1000, suite aux attaques impitoyables des drones américains qui scandalisent les citoyens yéménites. En 2012, la même année, Obama ajoute sur sa liste de cibles les partisans libyens de Kadhafi, ainsi que les rebelles islamistes aux Philippines et en Somalie. Les répercussions de ce type de guerre restent encore à déterminer. Le nombre de victimes civiles de ces attaques reste un point sensible, et le gouvernement américain et les organisations de défense des droits de l'homme sont incapables de s'entendre sur les chiffres. Lorsqu'en 2010, un juge demande au responsable de l'attentat de Times Square comment il a pu mettre en danger des femmes et des enfants innocents, l'homme d'origine pakistanaise répond que les drones américains tuent régulièrement femmes et enfants en Afghanistan et au Pakistan. La vérité sort au grand jour, et en 2012, plus de 50 pays, certains des alliés des États-Unis, d'autres non, ont acheté ces machines de guerre. Israël, la Russie, l'Inde et l'Iran affirment avoir réussi à produire des drones mortels. Mais c'est la Chine qui développe le programme le plus ambitieux. Comme avec la bombe nucléaire, une nouvelle course aux armements est lancée. Bush avait poursuivi l'expansion de bases de l'OTAN plus proche de la Russie, lancée par Clinton, rompant ainsi la promesse faite par son père à Gorbatchev. Obama fait entrer l'Albanie et la Croatie dans l'OTAN. Et si l'administration Obama abandonne 500 bases en Irak, elle en maintient près de 1000 à travers le monde entier, en plus des 6000 bases aux États-Unis. D'après Chalmers Johnson, de l'université de Stanford, fin 2007, les États-Unis ont acquis une présence militaire dans 151 des 192 nations membres des Nations Unies. En 2008, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, dont le QG est en Allemagne, est le 6e commandement créé pour renforcer la présence militaire en Afrique. À Miami en 2010, le Southern Command, Southcom, est réorganisé pour renforcer la présence militaire américaine en Amérique latine, grâce à des bases, des systèmes de surveillance
et des programmes de lutte anti-drogue et anti-rébellion qui ciblent les manifestations de populisme radical, comme celle observée au Venezuela. La 4e flotte est réactivée en 2008, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. La marine dispose désormais de 10 groupes aéronavals qui patrouillent dans les eaux internationales. America's Navy, a global force for good. En 2011, les États-Unis réalisent 70% des ventes d'armes du monde. Durant l'ère Bush, les dépenses du Pentagone ont plus que doublé pour passer à 700 milliards de dollars. Même si le véritable budget du Pentagone reste secret et réparti entre plusieurs départements du gouvernement. D'après l'ONG National Priorities Project, en 2010, les États-Unis consacrent 1200 milliards de dollars sur les 3000 milliards de leur budget annuel à l'armée, au renseignement et à la sécurité intérieure. De quoi assurer la domination sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace. En novembre 2011, la secrétaire d'État Hillary Clinton lance un défi à la Chine en écrivant « Alors que la guerre en Irak s'achève et que l'Amérique retire ses troupes d'Afghanistan, les États-Unis se trouvent à un moment crucial. » Quand elle parle du siècle du Pacifique pour l'Amérique, elle sous-entend qu'il faudra une présence militaire accrue dans la région Asie-Pacifique afin de contenir la Chine. Depuis les guerres de l'opium, la Chine a été humiliée plusieurs fois par des ennemis plus puissants. Le Royaume-Uni, le Japon, la Russie. Elle s'est battue contre les États-Unis en Corée au début des années 50. La Chine est une nation fière, la 2e puissance économique mondiale, un régime hybride entre dirigisme d'État et capitalisme, qui a supplanté les États-Unis comme principal partenaire commercial des pays d'Asie. Mais en 1996, les dirigeants chinois subissent un nouveau revers humiliant au sujet de Taïwan, sous la menace des missiles nucléaires américains. La Chine décide alors de moderniser son armée, à la fois pour protéger ses voies de navigation et ses intérêts économiques. En 2012, le Pentagone estime les dépenses de la Chine à 160 milliards de dollars. Mais compte tenu de l'opacité du système chinois, le budget véritable reste inconnu. Même si elle ne possède qu'une seule base à l'étranger, la Chine est intransigeante au sujet des îles et des territoires riches en pétrole, en gaz et en minéraux de l'Est et du Sud. Et ses relations avec les pays voisins se tendent. Le gouvernement chinois, qui n'a de communiste que le nom, demeure politiquement passéiste, déterminé à tout prix à se moderniser et à réprimer brutalement les dissidents chaque fois que la règle du parti unique est remise en cause. Tout en commerçant avec la Chine, les démocraties occidentales condamnent sa façon d'agir, sans grand résultat. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que la Chine attire désormais la colère de ses plus féroces détracteurs aux États-Unis, dont l'animosité remonte à la période du macartisme. Une nouvelle confrontation se prépare. Les États-Unis s'implantent à nouveau en Asie, y forgent de nouvelles alliances et repositionnent leur flotte. D'ici 2017, ils auront déployé des avions de guerre furtifs dans des bases à portée de tir de la Chine. L'Amérique a renforcé ses alliances militaires avec les pays voisins de la Chine, en particulier le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines. 2500 Marines ont été envoyés en Australie. C'est la première fois depuis le Vietnam que la présence militaire américaine augmente en Asie. La Chine est furieuse depuis que l'administration Obama a vendu pour 12 milliards de dollars d'armes à Taïwan en 2010 et en 2011. Elle accuse les États-Unis de chercher à l'encercler. La crainte qu'inspirent les États-Unis à l'étranger ne doit pas être sous-estimée. Comme l'observait en 1996 le défunt Samuel Huntington, un conservateur expert en sciences politiques. L'Occident a gagné la guerre non pas grâce à la supériorité de ses idées, de ses valeurs ou de sa religion, mais plutôt grâce à sa supériorité dans l'utilisation de la violence organisée. Les Occidentaux oublient souvent cela, mais pas le reste du monde. Les spécialistes de la Chine craignent que les États-Unis emploient la stratégie de Truman en 1946 vis-à-vis de l'Union soviétique, dans le but de contrôler son expansion. La situation est similaire, car les Occidentaux sont révoltés par le fonctionnement interne de la Chine. Mais cette fois-ci, la Chine détient 1000 milliards de dollars de bons du Trésor américain et pourrait donc mettre en danger l'économie américaine, ce que n'auraient jamais pu faire les Soviétiques. L'historien Alfred McCoy décrit les véritables enjeux. Dès 2020,
le Pentagone espère contrôler la Terre entière de façon permanente, grâce à un bouclier spatial à 3 niveaux, étagé de la stratosphère à l'exosphère, qui reposera sur des drones équipés de missiles évolués. Ce triple bouclier devrait être capable d'aveugler une armée entière, en détruisant toutes les communications terrestres, avioniques et les systèmes de navigation maritime. Mais comme l'explique McCoy, l'illusion de l'invincibilité technologique et de l'omniscience a déjà par le passé déçu les ambitions des nations arrogantes, ainsi que le montrent les destins de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et celui des États-Unis au Vietnam. McCoy rappelle avec une certaine ironie que par leur veto de l'étalité mondiale, c'est-à-dire cette capacité à faire régner la loi par la force à l'échelle de la planète, les États-Unis ont la possibilité de compenser leur déclin économique futur. Et le destin de notre pays pourrait bien être déterminé par l'issue de ce cycle. La débâcle militaire due à l'illusion de la maîtrise technologique ou un nouveau régime technologique assez puissant pour perpétuer la domination globale des États-Unis. Mais comme le montrent les célèbres films de la guerre des étoiles, une nation qui domine le monde avec sa technologie est appelée à se transformer en tyrannie, haïe par ceux qu'elle tyrannise. La Chine sera peut-être le premier nouvel empire qui émergera de ce monde de profusion nucléaire. Mais si cet empire prenait pour modèle les États-Unis ou le Royaume-Uni, les résultats seraient désastreux. Le monde n'aurait rien à gagner si le chauvinisme Han remplaçait la doctrine de l'exception américaine. Joseph Nye, qui a travaillé au département de la Défense, observe que c'est l'incapacité des puissances dominantes à intégrer les puissances émergentes de l'Allemagne et du Japon dans le système mondial du XXe siècle qui a engendré 2 guerres mondiales catastrophiques. Il faut à tout prix éviter que l'histoire se répète. Les Chinois doivent fuir l'exemple américain et les États-Unis doivent inverser le cours des choses. Henry Wallace s'interrogeait: si les États-Unis, lorsque leur situation économique et militaire est excellente, traitent si mal les Soviétiques, comment ces derniers traiteront-ils les États-Unis lorsque la situation sera inversée? Bien entendu, cela n'est jamais arrivé, mais il avait compris que personne ne sortirait vainqueur de cette course vers le fond. Cette série s'achève. Je pense que nous devons nous demander, avec humilité, si au vu de ce siècle américain, nous avons, nous, Américains, agi avec sagesse et humanité dans nos relations avec le reste du monde. Un monde dans lequel les quelques centaines ou milliers de gens les plus riches possèdent davantage que les 3 milliards les plus pauvres. Avons-nous eu raison de vouloir régir toute la planète? Avons-nous œuvré pour le bien, pour la tolérance, pour la paix? Nous devons nous regarder dans un miroir. Serions-nous devenus, par vanité, les anges de notre propre destruction? Notre revendication de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale et la justification de l'utilisation de la bombe atomique au Japon, qui était en réalité un message à destination de l'Union soviétique, ont été les mythes fondateurs de notre domination et de notre État, où prime la sécurité nationale. Les élites de la nation en ont profité. La bombe nous a permis de gagner par tous les moyens nécessaires, et parce que nous gagnons, elle nous donne raison. Et comme nous avons raison, nous sommes bons. Avec un tel raisonnement, la seule moralité qui existe, c'est la nôtre. Madeleine Albright, secrétaire d'État, déclarait « Si nous devons employer la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable. Parce que nous pouvons menacer l'humanité de la bombe et que nous l'avons fait, nos erreurs nous ont été pardonnées. Notre cruauté n'est qu'un égarement qui part de bons sentiments. » Mais la domination ne dure pas. Toute personne née avant la Deuxième Guerre mondiale a vu, de son vivant, 5 grands empires s'effondrer. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon et l'Union soviétique. Et 3 autres empires avant cela encore, les empires russes, austro-hongrois et ottomans. Si l'histoire est un baromètre, la domination des États-Unis s'achèvera elle aussi. Nous avons eu la sagesse de ne pas devenir un empire colonial, et l'Américain moyen rejette toute prétention impérialiste. C'est peut-être pour cela que nous nous accrochons à tout prix au mythe de l'exception américaine, de la singularité, de la bienveillance et de la générosité. L'Amérique trouvera peut-être là sa rédemption. Il faut seulement espérer qu'elle sera à la hauteur de cette vision. Cette vision semblait possible en 1944,
lorsque Wallace faillit devenir président. Ou en 1953, à la mort de Staline et l'arrivée de Eisenhower. Ou avec Kennedy et Khrouchtchev en 1963. Ou Bush et Gorbatchev en 1989. Ou Obama en 2008. L'histoire nous a montré que les choses auraient pu se passer différemment. Ces moments reviendront sous d'autres formes. Serons-nous alors prêts? Je pense au dernier télégramme qu'a envoyé Franklin Roosevelt à Winston Churchill. Je n'accorderai pas trop d'importance aux problèmes soviétiques, dans la mesure où chaque jour de tels problèmes apparaissent, et la plupart d'entre eux finissent par s'arranger d'eux-mêmes. Apaiser les situations qui se présentent. Laisser les choses suivre leur cours, sans réagir exagérément. Envisager le monde en se mettant à la place de nos adversaires. Pour cela, il faut comprendre les besoins des autres pays, avec empathie et compassion. Faire confiance à la volonté de tous d'affronter les situations difficiles et mettre ainsi fin aux menaces de destruction nucléaire et de réchauffement climatique. Ne pouvons-nous pas abandonner notre prétention et notre arrogance? Ne pouvons-nous pas cesser de vouloir la domination? Cesser de demander à Dieu de bénir l'Amérique plutôt que les autres nations? Les partisans d'une ligne dure et les nationalistes ne seront pas d'accord, mais je pense que leur philosophie n'a pas fonctionné. Une jeune femme m'a dit dans les années 70, « Il faut féminiser cette planète ». J'avais trouvé cela étrange à l'époque, mais je réalise aujourd'hui que si l'amour est puissant, le véritable amour est extrêmement puissant. Trouvons une manière de respecter la loi, pas la loi de la jungle, mais celle de la civilisation, celle qui nous a réunis au départ et qui nous a fait mettre de côté nos différences pour protéger l'essentiel. Hérodote a écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire a été écrite dans l'espoir de préserver de l'oubli le souvenir de ce que les hommes ont été. C'est pour cela que l'histoire de l'être humain ne parle pas seulement de sang et de mort, mais aussi d'honneur, de réussite, de bienveillance, de mémoire et de civilisation. Pour avancer, il faut se souvenir du passé. Alors on pourra, pas à pas, comme un bébé, chercher à atteindre les stars. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal.